Maroc 2025. Monsieur, vous avez regardé presque tous les matchs, sinon tous les matchs. Ils sont plaisants à regarder. Mais est-ce qu'on peut dire par rapport à la dernière Coupe d'Afrique, celle de Côte d'Ivoire, que le niveau est relevé du côté du Maroc, Bruno? Effectivement, le niveau est très élevé, personnellement, de par l'intensité, l'envie. Et puis, je pense que les réseaux sociaux aident aussi beaucoup dans le sport parce que ça fait... ça titille un peu et les nations, tout le monde veut donner le meilleur de soi. Donc, contrairement à l'édition précédente où la Côte d'Ivoire était vainqueur, je pense que cette édition, c'est vraiment alléchant. Quand nous regardons le début de la compétition, nous voyons que les matchs vont crescendo. La vitesse de croisière, les matchs sont l'intensité est en train de monter au fur et à mesure que les organismes prennent la vapeur. Je pense que les surprises sont encore à venir. Je pense que ce que nous avons vu hier, nous allons voir encore d'autres matchs parce que jusqu'ici, pour moi, le match par excellence de cette Coupe d'Afrique, c'est le match qui s'est joué hier, Cameroun-Côte d'Ivoire. Et des matchs comme ça, on en aura encore. Parce que, au vu de ce qui se prépare là, l'intensité et puis la jeunesse aussi, les coachs, je pense que les nations africaines aussi ont compris que le football, c'est la jeunesse. Et il y a d'autres qui font une mixture vraiment Molotov, comme on peut appeler cocktail Molotov, ça donne ce que ça a donné hier entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, que le monde entier se prépare, l'Afrique aura son mot à dire d'ici la finale. L'intensité va monter encore. C'est la projection, forcément, c'est la Coupe du Monde. C'est la participation des équipes africaines aux compétitions comme la Coupe du Monde. Lorsqu'on voit le niveau de base aujourd'hui de la CAN, on commence à se dire que bientôt on se rapproche. Le Maroc a déjà été demi-finaliste. L'Afrique est en train d'avancer. Effectivement. Et puis on aura un représentant en jambes. Ce championnat va nous aider pour notre représentant pour la zone Afrique. Je pense que jouer ces matchs que nous sommes en train de jouer, ça va aider beaucoup les pays africains parce que certains pays ont misé sur la reconstruction, notamment le Cameroun. Et directement entrer dans ce niveau de jeu-là avec ces jeunes-là, je pense que c'est tout bénéf pour nos nations, particulièrement le Cameroun, parce que les gars vont monter en expérience et en intensité et puis ils vont comprendre que quel que soit le nom qui est sur la feuille, le football se joue sur le terrain et ça va prendre ses bénéfices pour la confiance des jeunes joueurs auxquels on donne confiance de temps en temps. Jérôme, sur ces premières sorties des équipes africaines, le niveau est-il suffisamment relevé? Oui, je l'ai dit à l'entame. Oui. Le niveau est suffisamment relevé quand on voit les matchs, les confrontations des équipes. À tous les niveaux, moi je crois qu'il n'y a même pas de mauvais. Depuis que je vois les matchs, je n'ai pas vu un mauvais match. Honnêtement. On a vu Tanzanie formidable. Même la Tanzanie. Même les Comores, tout ça. Mais c'est gars, les gens jouent au football. Les Africains savent jouer au football. Vraiment. Il faudrait seulement qu'on puisse les mettre dans un environnement sain pour que les choses évoluent. Et moi je suis seulement gêné parce que mon fils parlait de la Coupe du Monde et que je suis gêné que le Cameroun ne soit pas qualifié. Parce que tel que je vois ces garçons-là, cette envie qu'ils ont, je vous assure, ils allaient exploser à la Coupe du Monde. Et que les petits Camerounais que je vois là, ils allaient exploser. Bon, maintenant, est-ce qu'on est bien obligé d'accepter ce qui nous est arrivé parce que nous avons nous-mêmes voulu. Bon. Alors, qu'est-ce qui amène le niveau de cette compétition à être en permanente croissance? C'est l'organisation du football au niveau africain, c'est la qualité de nos joueurs dans les championnats occidentaux? Il y a tout ça. Mais je crois que les gens ont compris qu'il faut rivaliser avec les plus grands. Les Africains ont compris qu'ils sont capables, qu'ils ont tout pour rivaliser avec les Mbappé, les Cristiano et tout ça. C'est vers là où nous sommes en train de partir. Et je vous assure, des garçons comme les Namasso, je ne vous donne pas 2 ans, vous allez entendre parler d'eux au haut niveau. Parce que là où il est maintenant, là, dans ce qu'il est en train de faire, c'est mal à la Coupe des Nations, là, c'est incroyable. J'ai vu un autre petit 10, un milieu de terrain au Burkina, gaucher comme ça. Oui. Mais il est fantastique. Moi, je dis, les Africains ont des prédispositions à devenir meilleurs que les Européens. Maintenant, c'est le cadre. C'est comment est-ce que les gens les canalisent pour y arriver.
C'est ça l'embêtant avec l'Afrique, parce que quand on a vu un peu ce qui s'est passé dans ce pays, dans notre pays, entre la guerre qu'il y a eu entre les instances, le ministre et puis la fédération, et ça plombe le footballeur. N'importe comment ça a un impact sur le football. Donc vraiment que les gens essayent de comprendre que nous n'avons pas besoin de ces conflits-là. Et que nous voulons que nos enfants aillent le plus loin possible. Et cette CAN aujourd'hui est en train de donner, c'est-à-dire de montrer que nous sommes, les Africains sont capables de rivaliser les plus grands. Et alors, on a donc un peu de tout au Maroc. La qualité des équipes, la qualité des infrastructures, les pelouses, elles sont formidables malgré la pluie. Malgré la pluie. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, il faudrait que toute l'Afrique s'aligne à... le Maroc. Oui, il faut aller voir ce qui se passe au Maroc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me disais, j'ai toujours eu des problèmes avec toute cette pléthore des gens qui sont dans les délégations, qui vont accompagner les équipes nationales. Vous ne pouvez pas aller aux frais du contribuable. Vous allez aller, on vous envoie dans un pays comme le Maroc. Après le Maroc, vous revenez, vous ne faites aucun compte rendu, vous ne faites aucune suggestion à la hiérarchie. Que voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai analysé, et voilà ce que je suggère. Mais ils y vont pourquoi? On fait du contribuable, on ne part pas en mission pour revenir, pour ne rien dire, pour ne rien suggérer. Le RAS, ça s'est bien passé. Et ça ne change pas. Avec quelques achats. Et ça ne change pas, ils font les achats. Certains même ne vont même pas au stade de regarder les matchs. Mais oui, c'est ça qui est... Et c'est embêtant. On ne peut pas vous envoyer en mission pour le football. Vous revenez, vous nous dites rien par rapport au football. Moi, j'ai écrit au Premier ministère pour lui dire qu'à l'époque, quand ils sont revenus de 2010, là, le Premier ministère a demandé à ce que les Camerounais fassent des suggestions. Parce qu'on avait fait une très mauvaise Coupe du Monde en 2010. J'ai fait cette proposition. Qu'on ne mette plus dans les délégations des équipes nationales des gens qui ne peuvent pas au retour rendre compte et faire des suggestions pour qu'on améliore. Donc, le Maroc est en train de nous donner une leçon sur les infrastructures. Vraiment, il faudrait qu'on profite de ces leçons et que nous ayons des stades vraiment au niveau mondial. Au niveau mondial, le Maroc y est déjà. D'ailleurs, le Maroc prépare la Coupe du Monde 2030. Absolument. Je crois qu'il n'y aura plus grand-chose à faire de ce côté. Etienne Bala sur la qualité du jeu. En Côte d'Ivoire, pour ce qui est de la première phase, c'était 89 buts marqués sur 36 matchs avec une moyenne de 2,5 buts par match. On n'est peut-être pas en train de challenger au niveau des buts, mais au niveau de la qualité de jeu, ça paraît un peu au-dessus. Oui, qualité de jeu, but. Puisqu'en Côte d'Ivoire, lorsque la compétition finale, on était à presque 118 buts. Toute la compétition. La première phase, justement, qu'on est en train de jouer. Pratiquement dans des mêmes clubs, ils se connaissent. Allez, ils arrivent sur un sol marocain aujourd'hui, ça devient un peu plus difficile. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu, Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'on n'a plus des équipes qui viennent pour marcher sur les autres, comme c'était le cas à l'époque. Lorsqu'on disait Nigeria, on sait que le Nigeria va marcher sur la compétition. Lorsqu'on dit Tunisie, on sait que la Tunisie va marcher sur la compétition. Aujourd'hui, c'est terminé. Tout le monde vient pour aller, pour gagner. Et c'est ça qui fait de beaux spectacles du côté du Maroc aujourd'hui, où on a on a le Bénin, on a peut-être la RDC d'ailleurs, également, qui tient tête à certaines équipes. Donc, on n'est plus venu là pour la balade, on est venu là justement pour le beau jeu. Et d'ailleurs, hier, vous avez vu au stade le beau jeu qui attire quand même d'autres grands joueurs européens qui étaient au stade hier, comme les Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et autres, qui sentent quand même que oui, on va au Maroc, le Maroc qui n'est pas seulement, on n'y va pas seulement pour le football. Et il y a également, c'est un pays touristique, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses. Donc, on vient, du moins ce qu'on dit africain, produit déjà des joueurs haut niveau, des joueurs qui peuvent justement rivaliser en 2030 et pourquoi pas rester avec la Coupe du Monde à la maison. Alors, on ne marque pas beaucoup. Est-ce qu'on a un problème d'attaquants, de finisseurs lorsqu'on regarde de ces matchs? Les buts, pour la plupart, les meilleurs buteurs, Riyad Mahrez, c'est pas un avant-centre. Vous avez Amad Diallo, c'est pas un avant-centre. Est-ce qu'on a un problème désormais avec les avant-centres? Oui, on a un problème avec les avant-centres, Jean-Jacques. C'est un problème africain. C'est difficile de nos jours d'avoir des tueurs en Afrique. Je pense que c'est le problème actuel et heureusement que les avant-centres de côté, ils ont compris et puis ils ont anti-frappé
L'époque de Samuel Eto'o, Roger Mila, Didier Drogba, tout ça. Après ça, l'Afrique est en manque d'avancement, de tueurs comme on appelle. Sinon, ça ne dérange pas au niveau du rendement. Petit à petit, avec la jeune génération qui arrive, je pense que c'est des gars qui sont conscients et qui savent que l'Afrique, qui savent actuellement que les pays africains manquent de tueurs. Et donc, petit à petit, ça va venir. Maintenant, ils peuvent faire le travail de baroudeur comme ça se passe avec État. Ça aide le collectif, ça aide les autres à marquer. On peut faire sans. Il y a des coachs qui, de nos jours, préfèrent jouer sans tueur. Par exemple, Guardiola, lui, il joue avec des Mahrez et autres. Ça peut venir de partout. Donc, le football moderne, c'est pas très important. C'est important, mais pas primordial d'avoir un tueur. On peut jouer sans avant-centre fixateur, c'est-à-dire on peut jouer avec les joueurs de côté, des flancs qui vont entrer pour frapper, pour marquer. Donc, je pense que c'est dommage d'en avoir parce que c'est plaisant pour le football. Tout le monde aimerait voir un neuf qui marque, qui bute, que de voir un milieu de couloir ou un défenseur central venir marquer. Donc, pour moi, personnellement, de ma petite expérience, de mon petit vécu, avoir un avant-centre tueur, c'est bien. Mais c'est mieux d'avoir un défenseur qui vient aussi marquer ou un milieu de couloir qui vient marquer. D'accord. Est-ce que c'est un problème, Jérôme, de ne pas ressentir l'impact des avant-centres de métier? Non, moi, je crois qu'il y a des avant-centres de métier. Actuellement, là. Oui, mais je crois aussi beaucoup plus aux grands défenseurs. Parce qu'on en a. Et les grands défenseurs empêchent les grands avant-centres de marquer. C'est tout à fait trivial. Parce que quand vous voyez notre jeune central là aujourd'hui, Coton. Mais pour que vous marquiez devant ce garçon, il faut être hyper fort. Hein? Hyper fort. Donc les buteurs, il y en a. Sauf que les défenseurs aussi se sont mis au travail et empêchent que ces buteurs marquent aussi facilement. Mais il y a eu quand même des buts. Hein. Je crois qu'il y a des équipes qui ont gagné avec 3 buts. On est déjà 3, on n'est pas encore à des grandes recettes. Qui essaie quand même mais moi, je voulais revenir sur la qualité du jeu. Par rapport à... Vous savez, au début de cette compétition, il y a des gens qui ont donné les 5 favoris. N'est-ce pas? Parmi les 5 favoris, il y avait le Maroc. Mais vous avez vu ce que le Mali a fait au Maroc hier. Pour vous dire que il n'y a pas, dans le foot, quand le football se joue, il n'y a pas de favoris au départ du jeu. Le favori, c'est quand vous gagnez. C'est pas quand, lorsque on dit, bon, parce qu'il a été... il y a comme des performances, oui, la bouge une compétition, quel ranking, classement... Le ranking n'est pas une science exacte. Oui. La preuve, vous croyez que le Mali pouvait tenir tête au Maroc? Le Mali, c'est une bonne équipe. Voilà. Ouais, mais tous sont de bonnes équipes. Toutes nos équipes là, Baraka, mais toutes nos équipes là sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est pour ça que même marquer les buts là ne peut pas être aussi aisé. Non, il y aura des buts, mais pas aussi facilement. Donc moi, je ne me focalise même pas sur le nombre de buts. Moi, ce que moi j'admire dans cette compétition, c'est la qualité de jeu qui a sérieusement évolué. C'est ça qui m'intéresse. Il y a moins de bricoles. Oui, il y a moins de bricoles. Il y a des schémas de jeu qui sont visibles, les schémas de passe qui sont visibles. Voilà, vous voyez les gars qui développent le jeu à partir de derrière. C'est plus ce genre-là que, comme vous disiez au départ, le boum boum. Non. Allez tomber là. Allez tomber là. Non. Tout le monde est dans le développement du jeu. Et pour développer ce jeu, il faut être extrêmement technique. C'est vrai qu'il faut être aussi physique, mais il faut être déjà trop technique. Parce que si vous n'êtes pas technique, vous allez toujours être en difficulté. Dès que vous avez le ballon là, vous êtes en difficulté parce que vous n'arriverez pas à développer votre technique. Donc, moi, vraiment, ce qui me plaît dans cette CAN, et je crois que ça va monter, comme mon fils dit, ça va monter en grade. Parce que quand vous voyez le match du Cameroun contre le Gabon, et le même match avec les mêmes Camerounais contre la Côte d'Ivoire, non. Vous sentez qu'il y a quelque chose
qui a changé d'un match à un autre. Est-ce que ce n'est pas le challenge, la motivation du challenge? Le Cameroun a peut-être cette chance d'avoir eu à rencontrer deux équipes qui appellent au challenge, le Gabon et la Côte d'Ivoire, des équipes qui surmotivent lorsqu'on joue contre le Cameroun. Mais il y a non pas seulement le challenge, mais je crois que c'est des défis que ces garçons se lancent. Vous comprenez? Parce que quand les gars savent qu'ils sont dans une position très compliquée, parce que la position compliquée de l'équipe du Cameroun, c'est celle qui a été créée par la mise à côté des cadors, comme on les appelle, quoi, entre guillemets. Alors, les gars sont en train de relever un défi en se disant que si on les a mis et qui croient que nous on ne peut rien faire, nous on va alors. Et c'est tout bénéfique pour cette équipe, parce que le football c'est d'abord défier. Moi quand je joue au football, mes meilleurs matchs c'était contre le Canon par exemple, contre l'Union de Douala, contre le Tonnerre, mes meilleurs matchs. Parce que quand moi j'arrive au stade, j'ai dit vous êtes le grand Canon, je vais donc vous montrer que je peux. C'est ça le défi du footballeur. Quand le footballeur n'a pas ce mental-là, non, qu'il ne vienne pas jouer au football et la haute compétition, il faut avoir ce mental. Quand on entre dans le stade, on se dit, on me dit que vous êtes les favoris, ok, allons-y. Et le Mali l'a fait. Ces deux matchs ont quelque chose de particulier, Etienne Bala, pour le Cameroun. C'est que c'est des matchs qui se jouent d'abord sur les réseaux sociaux, qui se jouent à travers les médias, qui ont d'autres choses au-delà du football. Le Gabon, on a nos défis entre Cameroun et Gabon. Côte d'Ivoire, c'est pareil. Est-ce que ce n'est pas ça la surmotivation des joueurs qu'on a vus? Exactement. Moi, je pense que c'est vers là où on se situe, avec la surmotivation. Puisque lorsqu'on dit Gabon, on voit nos voisins d'à côté. On se dit que ce ne sont pas les voisins qui viendront nous faire plier. Les voisins aussi savent que c'est le grand Cameroun. On ne va pas tomber devant cette équipe du Cameroun. Donc, ça donne une autre motivation. Et vous allez remarquer que dans les réseaux sociaux, avant la rencontre, c'est déjà le match s'est déjà joué entre les supporters, entre les populations. Donc, des deux pays, pire encore, lorsqu'on est en face d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, on sait que là-bas c'est une grande histoire, c'est une longue histoire en même temps, tout comme le Gabon, ce sont des matchs historiques qu'on livre chaque fois. Malgré que hier on livrait le 9e match, donc en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, et un match qui s'est soldé par, d'ailleurs c'est le premier nul en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, puisque le Cameroun, sur les 8 autres matchs, on a eu 5 victoires contre 3 pour la Côte d'Ivoire, et c'est le premier match nul que nous avons en phase finale d'une CAN. Donc vous comprenez que c'est des matchs de guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On se souvient dans les éditions précédentes, il y a eu des matchs à haute intensité. Lorsqu'on dit Cameroun-Côte d'Ivoire, on finit 1-1, on va au tir au but, tous les joueurs viennent, ils tirent, et puis finalement c'est quelqu'un un fait des jeux qui arrive, un manqué de Samuel Eto'o pour dire que il a dit la belle famille, je vous donne ça, et c'est parti. Et c'est des mots qui arrivent. Lorsqu'on voit, on dit c'est la belle famille, et puis le Cameroun se dit nous sommes le continent. C'est que peut-être la Côte d'Ivoire ne peut pas forcément accepter que vous soyez tout un concert, c'est-à-dire que vous nous dominez vous-même. Donc ça crée de l'enjeu dans la rencontre, ça crée un autre jeu dans les situations. Ça fait que même nous-mêmes qui sommes là devant peut-être le petit écran, on a une certaine émotion. On n'est pas peut-être sur le stade, peut-être là-bas encore c'est une surmotivation telle que vous étiez en train de le dire, mais même le supporter a aussi une autre surmotivation, parce qu'il s'est dit que non, la Côte d'Ivoire ne peut pas nous battre. En Côte d'Ivoire c'est la même chose, d'ailleurs c'était des matchs de gueule, donc des supporters avant, vous avez peut-être quelques réactions des Ivoiriens. Après vous dites qu'on est dessus, vous avez fait c'était ça à la fin. Parce qu'il ne fallait pas accepter que le Cameroun gagne ou bien la Côte d'Ivoire gagne, on est neutre. Je crois que c'est vers là. Donc, sur motivation, je suis d'accord, mais lorsque vous regardez quand même le niveau de cette compétition, Jean-Jacques, vous allez remarquer qu'il n'y a que 3 pays qui sont directement qualifiés. Il y a le Nigeria, il y a l'Algérie et il y a bien sûr l'Égypte. Les 3 pays qui sont déjà sûrs d'être en 8e de finale. Mais le reste, tous les matchs, c'est-à-dire que tous les groupes sont encore jouables, partant de la poule A où il y a le Maroc. On attendait beaucoup le Maroc, mais aujourd'hui on constate que le Maroc devra encore passer par la 3e journée pour se qualifier. On a des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui devaient passer par la 3e journée pour se qualifier, et d'autres pays qui sont naturellement
naturellement en course, comme la Tunisie, qui doit attendre également cette 3e journée pour se qualifier. C'est dire que si c'était aussi facile pour certaines équipes qu'on appelait hier les ténors, on devrait passer facilement avec un 6 points sur 6 à la 2e journée et attendre de prendre un 9 points sur 9 à la 3e journée. Donc c'est aussi ça la beauté de cette compétition, c'est aussi ça l'enjeu de cette compétition. L'Afrique est en train de fabriquer avec des nations au niveau des nations qui ne viennent plus là pour partager les points, mais des nations qui viennent là pour participer et qui viennent là pour chercher justement à pourquoi pas, à gagner à écrire l'histoire aussi. Et celles des nations qui écrivent également l'histoire, on a les cadors, les ténors que vous avez évoqués, mais vous avez des pays de l'Afrique australe qui sont particuliers dans cette compétition. Il n'y a pas beaucoup de grands noms dans leurs équipes, il n'y a pas de joueurs dans les grandes équipes, mais on voit Afrique du Sud, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, ils viennent avec autre chose qui est peut-être également un message pour l'Afrique, développement du football local. C'est peut-être ceux qui ne connaissent pas très bien le football austral qui peuvent être surpris. J'ai des amis qui jouent de ce côté et je vous assure que c'est professionnel. Quand ils arrivent au pays, ils n'ont rien envié de ceux qui jouent en France, en Allemagne, etc. Donc tout part de la politique de chaque fédération, de chaque pays. Je vais revenir, je vais faire un crochet sur le Maroc. Ceux qui sont surpris des infrastructures du football, les stades qui sont beaux. Je vais dire que ça dépend de comment chaque pays considère le footballeur. Quelle politique chaque pays met en place pour respecter le footballeur local. Championnat. Malheureusement pour l'Afrique subsaharienne, on respecte que l'équipe nationale, ceux qui jouent à l'équipe nationale. Le championnat il est pratiquement inexistant. Les stades, tantôt on discute. Ils sont saisonniers. Tantôt on joue dans la poussière, aujourd'hui on va jouer et puis on les chasse. Parfois il y a même les portails qui sont fermés, les joueurs dorment de première division qui sont en pleine rue. Tu peux pas être concentré pour donner le meilleur de toi dans ces conditions pareilles. Maintenant, on revient en Afrique australe, là-bas. C'est peut-être... ils n'ont pas beaucoup d'équipes en division, mais c'est du sérieux. Les joueurs, ils vivent vraiment du football. Ça fait que dans l'esprit de ceux qui viennent, ils n'ont vraiment rien à envier avec ceux qui jouent en Europe. Sauf que c'est à nous qui jouent en Europe, ceux qui ont la chance d'avoir des joueurs qui viennent de l'étranger, une fois sur le terrain, c'est à eux de montrer qu'il faut que nous ayons une différence. Il y a une différence claire. Maintenant, avec l'émancipation et l'envie de tout un chacun de soulever son pays, de l'amour du drapeau, on voit que toutes les nations se donnent à cœur ouvert et ils sont prêts à tout pour développer, que tu sois le Cameroun, que tu sois la Côte d'Ivoire, que tu sois... Le football, c'est sur le rectangle vert en question. Donc, tu peux être qui tu es sur le papier, mais une fois que nous sommes là, la mentalité change, le discours du coach, tout ça, ça nous dope. Et puis, on voit, parfois, on pense aux souffrances de nos compatriotes et puis c'est un sursaut d'orgueil. Avant le match, il y a l'hymne national. Tout ça, ça fait en sorte que le joueur, il est dopé. Que tu sois du Real, que tu sois société du Real de Madrid, du Bayern de Munich, une fois que nous sommes sur le terrain, si tu n'appliques pas vraiment ton hégémonie, ça va pas être... Mais ça avance beaucoup dans cette partie du continent. Au Gabon, l'Afrique du Sud, de Hugo Broos fait sensation. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on voit beaucoup d'autres pays avancer aujourd'hui sans complexe. Ils n'ont pas de complexe, Jérôme, ces pays de l'Afrique australe qui allient majoritairement des joueurs locaux. Moi, je voulais vraiment qu'on en parle parce que le championnat local est une politique du gouvernement. Oui. Et je vous parle toujours de ce qui se passait avant, parce que moi je suis un homme d'avant. Ici au Cameroun, le politique s'occupait de la formation des footballeurs, des sports en général, du football en particulier, dans les écoles. C'est pour ça que nous, on a été détectés. La plupart des joueurs camerounais qui ont joué dans les équipes, même nationales au Cameroun, étaient des locaux. Parce que la formation se faisait à l'école, avec les jeux au sucre.
Et c'est le Pour les lieu jeunes, ce qu'on idéal. appelle FENASCO. Voilà, aujourd'hui, non, là, on a abordé, ça ne vaut Le rien. contenu est plus pareil. Honnêtement, ça ne vaut Un rien. rendez-vous. Les gens se font de l'argent sur le dos des parents parce que c'est les parents qui cotisent pour les FENASCO et autres. Dans les pensions, il y a un pourcentage qu'on retient pour les FENASCO. Et il y a un argent fou là-dedans. Et on sait bien que c'est l'ex-ministre des Sports qui est parti du ministère des Sports pour le ministère de l'Éducation qui a amené l'organisation des Jeux scolaires universitaires aux enseignements. Tu comprends? Et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Et aujourd'hui, on a l'impression, on veut donner l'impression que c'est les fédérations qui développent le football. Les fédérations ne sont pas là pour le développement du football ou la formation des footballeurs. Les fédérations sont là pour organiser les championnats. Et c'est organiser des championnats avec des enfants et des joueurs que le politique a formés dès la base à l'école. C'est pour ça qu'à notre époque, mais ça ne déloigne pas la fédération aussi. non, ça ne devrait pas déloigner. Non. L'État, au niveau scolaire, joue, mais le niveau scolaire s'arrête là, c'est pas professionnel. Voilà, mais le championnat, toutes les fédérations au monde ont d'abord leur premier rôle, c'est organiser les championnats. Oui. Ce n'est pas former les joueurs. Ce n'est pas former les joueurs. Il faut d'abord qu'on se système. C'est pas pour rien que dans tous les pays, il y a un ministère des Sports. Le ministère des Sports, c'est définit la politique globale. Voilà, du développement du sport à la base. Il faut repartir à la base, à l'école, pour commencer à former les enfants dès l'école. Et revenir sur la formule d'une sélection, une sélection régionale. Parce qu'aujourd'hui, qui représente la région à FENASCO? C'est un lycée, c'est un collège. Ce n'est plus pas comme à notre époque où c'était une sélection provinciale. Et ça fait, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a de conséquences et de raisons? C'est-à-dire qu'on a la possibilité, dans une sélection, de prendre tous les doués de la région. Et ça fait donc que le championnat au niveau des régions est élevé. Mais quand vous prenez un lycée, et parce que vous voulez gagner, vous prenez des enfants au quartier qui filment le chambre, tout ça, vous les amenez parce que vous voulez gagner. Et vous voulez que le sport se développe dans ce pays comment? S'il te plaît, que les gens, s'ils peuvent me coûter, qu'ils reviennent à ce qui a marché. Pour qu'on puisse voir dans les équipes nationales du Cameroun, les locaux. D'accord, parce que pendant la période de l'OSUC, toutes les équipes de deuxième division et de première division avaient des joueurs qui étaient dans les établissements scolaires. Absolument. Ils allaient les recruter là-bas et puis... Attends, monsieur, moi je suis international au lycée Leclerc, je suis en terminale. Au lycée Leclerc, international. Avec Kaham, 6 mois après. Aujourd'hui, le commerce est entré à la FENASCO. Le sponsoring, les assurances. C'est du bluff. Oui. Vraiment, si un jour quelqu'un peut revendiquer ça, si un ministre de sport peut revendiquer ça, comme le ministre Ambassade avait revendiqué l'ingénierie au Cameroun. Ici, oui. Et il a eu ce qu'il a eu. Où les gens ont peur. Parce que moi, je dis, tu ne peux pas être ministre des Sports et c'est les enseignements qui organisent les Jeux scolaires universitaires. Les enseignements qui ont déjà multiples problèmes académiques insolubles. Non, écoutez, mais quel est ce pays? Dites-moi, il y a un ministre des Sports qui est en charge des sports. Mais c'est le ministre des enseignements qui organise les sports. Est-ce que ça appartient à l'éducation, à l'enseignement? C'est là qu'on parle de fédération. Donc, vous souhaitez qu'on ramène ça à une coordination générale, une coordination du ministère des Sports. Mais la question est justement celle-là. Les pays de l'Afrique australe, eux, ils ont un bon niveau. Justement, sans avoir forcément des professionnels. Justement, parce qu'ils font un développement à la base. Oui. Allez les voir là-bas. Pourquoi Motsepe voulait faire un championnat interscolaire? Vous savez qu'il a ce projet, non? Ouais. Un championnat africain interscolaire. C'est parce qu'il sait que c'est à l'école qu'on forme le mieux. C'est à l'école. Ce n'est pas dans les centres de formation où vous déscolarisez les enfants. Et les centres de formation n'ont même pas d'infrastructure. D'autres sont là avec, comme on disait, les hommes d'affaires, ils ont leur centre de formation dans un sac. Et ils vous prennent les enfants aux heures les enfants qui doivent aller à l'école, ils vous les prennent et les parents sont là-dedans, tout le monde est dedans. Et vous voulez que vous ayez des footballeurs sur le plan local.
vous n'aurez jamais... D'accord. La question est celle de savoir, Thomas, pendant que tu nous retrouves, vous êtes entraîneur, comment les pays de l'Afrique... Jacques, je m'excuse des embouteillages. On vous comprend. Comment les pays de l'Afrique australe font-ils pour avoir un bon niveau sans avoir forcément des joueurs qu'on allait chercher à l'étranger? Ils ont une majorité de joueurs locaux et ces pays-là ont des bons niveaux. Afrique du Sud, Zambie, on va jouer Mozambique. Dans quelques jours, on voit que ces pays-là ont des équipes qui n'ont rien à envier à celles qui ont 100% de professionnels. Oui, absolument. C'est que sur le plan sportif, il y a une organisation qui est en place. Après, il faut savoir qu'il y a aussi les politiques qui entrent dans cette organisation. Et puis, ils ont compris que le football local est d'abord prioritaire, parce que si en Afrique centrale, on est encore au balbutiement, et ils ont compris que le football local, il faut d'abord compter sur ce football-là pour que ces élites qui sont qu'on va former, ces enfants qui vont devenir plus tard les cadres dans les équipes de première, qu'on puisse d'abord tenir compte de cette base-là, des fondamentaux. Voilà ce qu'on n'a pas encore compris ici, parce que eux, ils ont ce qu'on appelle en anglais school of, je vais me rappeler du nom, où dès la base, on t'initie, on voit ton talent et on t'initie vers le football. On t'oriente vers le football parce qu'on voit que tu as des aptitudes pour le football. Si c'est les mathématiques, la base à l'école, on t'oriente vers les mathématiques. Si c'est le foot, concomitamment avec l'école, bien sûr, sport-études. Voilà, c'est déjà développé là-bas. C'est déjà une culture. Voilà, c'est déjà une tradition là-bas. Et je ne suis pas surpris de voir dans l'équipe zimbabwéenne, Afrique du Sud, voilà. Mais il y a aussi les finances. Voilà, parce qu'il y a l'épineux problème des finances. Lorsqu'ici, vous allez voir je sais pas, un volontaire qui s'approche vers l'administration, vers l'État. Je ne dis pas que l'État du Cameroun qui sont belliqueux, non. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est volontaire et qui a un groupe de travail, qui travaille avec des enfants, des U peut-être 8, U16, c'est pas moi, U15, et qui se rapproche vers l'administration pour question d'avoir des subventions. Parfois, on peut lui donner, mais par moment, on lui dit, écoute, il n'y a pas d'argent. Voilà, s'il se rapproche, heureusement que la fédération aujourd'hui a quand même une politique qui voudrait que le football jeune, notamment avec les subventions qu'on a chez Michel Cam, qui est le chargé du football jeune, je crois qu'aujourd'hui, quand même, ils ont l'œil là-dessus. Parce que, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres? C'est qu'on ne peut pas produire les Samuel Eto'o après peut-être 2 ou 4 ans, après 3 ans, on ne peut pas. Où est Samuel Eto'o? On a besoin de moins 3, 4, 5, 6 Samuel Eto'o. Mais ça ne marche pas. Parce que vous allez voir un petit Camerounais qui se débrouille, qui a du talent, qui peut-être qu'il prend la pirogue pour se retrouver, je ne sais pas moi, en Roumanie ou bien, je ne sais pas moi, à Athènes. Après, il se retrouve au Real de Madrid et puis, il y a tel au Real de Madrid, il faut l'appeler. Pourtant, il est parti par un chemin informel. Donc, si on avait une procédure bien tracée, un suivi, je pense qu'on serait, comme vous le dites si bien, Jean Jazé, comme des pays de l'Afrique australe. D'accord.